Bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue à tous. Merci d'être présents ce soir avec nous. Nous avons ce soir la chance d'avoir Jean-Marcel Doriot pour nous parler des sols lémaniques. On prendra le temps de le présenter un petit peu plus tard. D'abord, une petite présentation de l'ASL en bref. Donc, l'ASL, créée en 1980, une association franco-suisse comme le LAC. Aujourd'hui, près de 4000 membres. Une association à but non lucratif, reconnue d'utilité publique et surtout de référence scientifique. On va pas refaire l'histoire des scientifiques qui ont créé cette belle association. Qu'est-ce qu'on fait? Principalement des actions sur le terrain, Net-Léman notamment, notre grande opération de nettoyage du lac qui a lieu tous les 2 ans, ou encore de l'arrachage de renouées, beaucoup d'informations, de sensibilisation, notamment des interventions dans les écoles, ou encore notre lémanique, notre trimestriel qui paraît 4 fois par année. On participe à l'élaboration de politiques publiques. On essaie de faire la pression sur les autorités pour mettre en place des lois, ou en tout cas pour essayer d'orienter un petit peu les décisions politiques, et finalement des enquêtes et des recherches, notamment sur les microplastiques en ce moment, un petit dada à l'ASL. Les sols lémaniques, petite introduction. On a un magnifique continent, l'Europe. Au centre de ce continent, la Suisse, qui a un magnifique lac franco-suisse lui-même, le Léman, vous le connaissez tous, je l'espère. Effectivement, quand on parle de l'eau du lac, on ne parle pas juste de cette grande flaque d'eau en forme de croissant, de dauphin, ou que sais-je encore, mais c'est une région beaucoup plus grande. Vous le savez peut-être, le lac est alimenté par plein de rivières, et donc on doit agir sur une grande région si on veut préserver l'eau du lac. Cette grande région qu'on appelle le bassin versant, l'ensemble du territoire au sein duquel toute l'eau que l'on va trouver va se diriger vers un même point de sortie qu'on appelle l'exutoire, en l'occurrence ici à Genève. C'est justement cette zone ici en vert clair, donc l'eau qui est à l'intérieur, si elle ne va pas s'évaporer, va un jour finir dans le lac. Elle peut mettre bien sûr des dizaines, voire des milliers d'années pour de l'eau solide avant d'arriver dans le lac. Et de nouveau, c'est très important de comprendre, si on veut préserver la qualité de l'eau du lac, on doit agir sur tout ce territoire qui comprend le canton de Genève, Vaud, Valais, Fribourg pour la Suisse, mais encore le département de la Haute-Savoie ou encore le département de l'Ain pour la France. Tous ces acteurs qu'il faut réunir autour d'une table si on veut prendre des décisions pour maintenir une eau de qualité dans le lac et dans toute la région lémanique. Là. Cette petite illustration en 3 dimensions qui permet d'avoir une autre vision un peu de ce bassin versant, un bassin versant qui est quand même très montagneux. On dit du lac que c'est un lac périalpin en périphérie des Alpes, il y a des caractéristiques d'un lac de montagne, justement. Premier petit sondage pour voir un petit peu quelles sont vos connaissances sur le sujet. Et je ne peux pas, pourquoi, avoir accès au sondage. Alors là, il faudra m'expliquer. Alors, Suzanne, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, ou Alexis, lancer le sondage numéro 1, s'il vous plaît? Je ne comprends pas pourquoi ça marche. Je suis désolé pour ces petits soucis techniques. Normalement, le sondage est lancé. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, merci Alexis. Donc, Adrien étant parti faire, je pense, régler ses problèmes techniques, l'idée est que chacun et chacune réponde au sondage que vous avez à l'écran en cochant des pastilles selon la réponse qui vous semble la bonne. Donc,
sur la question. En mettant toutes les rivières qui alimentent le Léman bout à bout, on pourrait rejoindre tel endroit à tel endroit. J'attends encore quelques instants pour les dernières réponses. Adrien, est-ce que tu vois? Je ne comprends pas pourquoi, mais moi, je n'ai pas les sondages qui s'affichent. D'accord. Alors, je te donne les réponses. 32% Londres à New York, 28% Lausanne à Marseille, 24% Genève à Pékin, et ensuite on a 4% Villeneuve à Paris, Barcelone à Athènes, Rome à Moscou. Alors, je ne connais pas la bonne réponse. Et Il y en a qui ont donné la Paris-Genève. bonne réponse. La bonne réponse, elle est de 8300 km. Et c'est la distance qu'il y a entre Genève et Pékin. Donc, imaginez sur la carte du monde le bassin versant, ce qu'il représente, c'est-à-dire pas grand-chose. Et au sein donc, de tout ce bassin versant, il y a suffisamment de rivières pour alimenter. Genève à Pékin, ça vous donne un petit peu la quantité de rivières qu'on a et de cours d'eau qu'on doit aussi préserver et protéger si on veut maintenir, je le répète, une eau de qualité dans le Léman. On va passer maintenant à la présentation de notre invité du jour, Jean-Marcel. Jean-Marcel qui est membre du comité de l'ASL depuis 1986, presque à la création de l'ASL, et vice-président depuis 2019. Jean-Marcel, je te laisse la parole pour te présenter. Jean-Marcel, on ne t'entend pas. Ok, là c'est bon. C'est tout bon, merci. Voilà, je suis chercheur en sciences de l'environnement. J'ai dirigé le laboratoire INRA de Thonon-les-Bains pendant une dizaine d'années et je suis désormais en retraite, mais toujours engagé, et notamment dans la recherche et évidemment peut-être encore plus engagé pour des questions de protection parce que j'ai beaucoup plus de temps pour m'y consacrer. Voilà. Merci Jean-Marcel. Petit programme du soir, nous allons voir ce que c'est qu'un sol, de quoi il est composé. Comme on le dit, n'est-ce pas, un sol c'est vivant. Nous allons le constater ensemble et finalement voir un petit peu la qualité du sol dans notre région, dans cette région lémanique. Du coup, un sol c'est quoi? Avant de laisser la parole à Jean-Marcel, je vous invite de nouveau à utiliser cette fonction d'annoter. J'ai vu que certains ont des petits soucis pour annoter. Parmi toutes ces images, je vous laisse mettre l'icône que vous souhaiterez pour indiquer qu'est-ce que c'est qu'un sol. Ma clé de sol a peu de succès. Bon, je crois qu'on est tous d'accord. Et pourtant, on voit que le champ et le sol qui est au-dessus font l'unanimité. Ah non, il y a quand même mon petit sol musical. On voit que Diane met des vues partout. Effectivement. Toutes ces petites images sont des sols. Nous, on ne va pas parler du soleil ou de la clé de sol. Un peu des parkings quand même. Mais du coup, on va voir ce que c'est qu'un sol tous ensemble. Et pour ça, je laisse la parole à Jean-Marcel qui en parlera tellement mieux que moi. Jean-Marcel, la parole est à toi. Mais, effectivement, le sol est un mot usuel employé au quotidien. Oui, alors qu'est-ce que c'est que le sol dont on parle?
Tout le monde a vu de la terre en faisant le jardin, donc souvent l'idée qu'on se fait du sol, elle se limite à cette terre, mais en fait le sol c'est un peu plus que la terre du jardinier ou du jardin, c'est un peu plus que la couche cultivée, c'est un ensemble, c'est un matériau meuble qui s'étend entre la végétation et la roche et qui est fait d'un ensemble de couches qui ont toute leur importance, notamment la sous-couche qui est en contact, en transition entre la roche et la partie, et la partie plus couramment considérée comme le sol, parce que souvent les plantes vont y chercher des choses importantes, notamment de l'eau. Et puis le sol, c'est pas juste un trou vertical ou une tranchée, c'est quelque chose qui est en 3D, c'est-à-dire qui couvre tout le paysage et qui s'étale comme une sorte d'épiderme sur l'ensemble du paysage. Et si c'est en 3D, c'est aussi parce que ça a d'importance, parce que c'est ce qui va faire que le sol du haut alimente le sol du bas. Et donc que s'organisent des transferts discrets qui ne se voient pas forcément, mais qui se font dans la masse de ce matériau entre les parties hautes et les parties basses. Alors, il y a quelques transferts qui se font à contre-courant, à contre-gradient, on ne va pas en parler plus pour l'instant. Alors voilà, c'est donc cette couche meuble qui nous intéresse, et on s'intéresse à la couche meuble qui est plutôt dans le bassin lémanique, parce qu'on va essayer de voir dans quelle mesure elle a des relations, enfin quelles sont ses relations importantes avec le lac Léman. Donc, si vous promenez sur un sentier en montagne et que vous voyez toutes ces couleurs sous vos pieds, hein, des endroits où le sol il est noir, des endroits où il est un peu rouge, des endroits où il est marron, et ben ça traduit toute cette diversité des sols que l'on peut rencontrer dans notre région, et une diversité qui se voit très bien en termes d'organisation des couches, de différence de couleurs, de matériaux plus ou moins contrastés, enfin bon, voilà. C'est ça la diversité des sols, c'est un objet qui est donc à la fois continu, 3D et assez diversifié d'un point à l'autre en fonction des conditions de milieu dans lequel il se développe. Enfin, il faut rajouter une chose, c'est que le sol, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Pour faire un sol, il faut du temps. Il faut du temps. Nous, on a des sols assez jeunes dans la région. Les plus vieux, ils datent du retrait glaciaire, c'est-à-dire à peu près 10 000 ans. Et les plus jeunes, du retrait glaciaire de la semaine passée, c'est-à-dire ou du mois passé, quelques journées. Et il y a des sols qui sont beaucoup plus vieux. Quand on va dans des écosystèmes très stabilisés comme la forêt amazonienne, c'est des sols qui ont plusieurs millions d'années. Quand on descend la vallée du Rhône, au fur et à mesure aussi, les sols deviennent extrêmement profonds et importants en épaisseur et en âge. Mais nous, on a plutôt des sols assez jeunes. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été, pendant les quelques milliers d'années qui ont été nécessaires pour les former, ils ont été largement utilisés, anthropisés depuis les 1000 dernières années. Donc c'est à la fois des sols jeunes et des sols qui ont subi quand même des pressions assez importantes dans le passé. Alors le temps, je me conclurai là-dessus sur la première question que tu m'as posée, Adrien. Le temps, c'est important parce que ça montre que le sol, ce n'est pas une ressource renouvelable à notre échelle humaine, et que quand nos sociétés font disparaître des sols, elles font disparaître des ressources. Merci Jean-Marcel. Donc, si je devais un petit peu résumer, finalement, le sol, c'est un peu un épiderme comme ça, multicouche de notre paysage, qui a plein de couleurs différentes, qui permet de protéger et permettre des échanges par rapport à l'altération de cette roche-mère, de cette matière organique qui vient par-dessus, et puis qui finalement résume une longue, voire très longue, voire très très longue histoire de notre région. Le sol, il est composé de quoi? Qu'est-ce qu'on retrouve finalement? On a vu là ces différentes couches 3D, mais de quoi est-il réellement composé? De l'eau, on parle souvent de nappe phréatique, et je vais de nouveau vous mettre à contribution. Quand on parle de nappe phréatique, c'est ces réserves d'eau souterraine. À votre avis, de nouveau, utiliser cette fonction annoter. À quoi ressemble une nappe phréatique? Vous avez ces 3 images. À quoi ressemble-t-elle?
beaucoup d'éponges. On voit qu'on a majoritairement des éponges et quelques grottes souterraines avec de l'eau. Effectivement, une nappe phréatique, c'est plus une éponge souterraine, une roche avec plein de pores comme une éponge. Où effectivement, on a de l'eau qui est contenue dedans. Ça permet de faire le lien. Maintenant qu'on sait qu'est-ce que c'est qu'un sol, que ça met très longtemps à se former, on peut donc se poser la question, mais avec quoi c'est fait? J'ai entendu dire qu'en réalité, finalement, il n'y avait pas grand-chose dans un sol, ou en tout cas, il était fait de beaucoup de vide. Il y a beaucoup de vide et de quelques ingrédients mystères, intéressants, importants. Et il faut d'abord préciser que c'est la rencontre donc patiente, puisqu'il a fallu des milliers d'années, entre le monde minéral et le monde vivant, sous la haute autorité de l'atmosphère, c'est-à-dire de l'eau, de pluie, et puis de l'oxygène, notamment de cette atmosphère, qui va complètement transformer le monde minéral et permettre au monde vivant de transformer le monde minéral et réciproquement. Donc ça, cette rencontre, elle crée un matériau meuble qui comprend une phase solide et une phase liquide et une phase gazeuse. Évidemment, la phase solide, elle est permanente, même si elle évolue avec des pas de temps très, très, très longs. Par contre, l'eau et l'air, ça dépend un peu du régime météorologique du moment auquel on observe. Il y a plus d'eau, il y a plus d'air. Puis ça dépend de l'endroit où on est. Il y a des endroits où il y a de l'eau tout le temps, puis pas beaucoup d'air. Des endroits où, au contraire, il n'y a pas beaucoup d'eau, pas suffisamment d'eau, et par contre beaucoup d'air. Alors, cette phase solide, qui constitue l'architecture de base du sol, et ménage des trous, une porosité, et cette porosité, c'est elle qui est remplie de l'eau ou de l'air selon les moments de l'année. Alors, cette phase solide, elle comprend quoi? Elle comprend du minéral transformé, de la matière organique transformée et de la biologie des êtres vivants. Alors, dans les matières minérales et organiques, ce qui est frappant dans les deux cas, c'est que ce sont des résidus, dans les deux cas. Les résidus de l'altération des roches, c'est finalement un ensemble de matériaux qui ont été fragmentés plus ou moins finement et qui constituent la partie minérale du sol. Et l'ultime degré de fragmentation, parce qu'on ne fait pas plus petit, c'est les argiles. Et les argiles, c'est les matériaux fragmentés qui font de l'ordre des petites particules, comme des espèces d'assiettes, qui sont grandes d'à peu près 1 micron, 2 microns. Alors ça, c'est valable pour les sols de nos régions. Ça ne serait pas pareil en Afrique, les phénomènes sont un peu plus compliqués, ou dans les milieux tropicaux. Donc on part d'une roche, on la fragmente, elle se casse, elle donne des sables qui se cassent, qui donnent des particules plus fines, jusqu'à 2 microns. Et en dessous de 2 microns, ça commence à se dissoudre. Alors, cette argile, elle est extrêmement importante. Il n'y en a pas forcément beaucoup dans le sol, mais c'est comme le sel dans la soupe, disaient les collègues pédologues à leurs étudiants. C'est quelque chose d'extrêmement important de par ses propriétés physico-chimiques. On aurait pu faire une devinette. Quelle est la surface de particules que représente 1 gramme d'argile si on mettait toutes les particules qu'on était capable de les étaler les unes à côté des autres? Je parle des argiles de nos régions. On aurait mis 1 cm carré, puis finalement on aurait mis 10 mètres carrés et c'est 10 mètres carrés. Voilà. Il y a 10 mètres carrés de surface par gramme d'argile. Donc cette surface, comme elle est constellée de petites charges électriques susceptibles de capter un certain nombre de nutriments, eh bien, elle a un rôle complètement crucial dans la nutrition végétale. L'autre composé qui est crucial, c'est l'humus. Et l'humus, c'est aussi un résidu. C'est le résidu des feuilles et de la litière en général, des racines, enfin tout le matériel végétal et aussi animal, mais c'est surtout du végétal en quantité, qui va être, par un processus totalement similaire, fragmenté
fragmentée cette fois par la vie biologique. On reviendra dessus tout à l'heure. Sachez qu'une feuille de hêtre, quand elle est passée dans la moulinette de la vie biologique du sol, avant d'être attaquée par les bactéries, elle est fragmentée à peu près de 10 000 fois. C'est-à-dire que sa surface augmente de 10 000 fois. Je passe d'une feuille et je vais être 10 000 fragments qui correspondent à des fragments de quelques microns qui sont extrêmement faciles à attaquer par les bactéries. Et si on n'a pas cette fragmentation, ça ne se décompose pas. Il y a une expérience très célèbre, on a mis des troncs d'arbres et on les a emballés dans des filets, avec des filets comme filets à papillons, en nylon, qui empêchent la faune de rentrer dans les troncs d'arbres et ils deviennent quasiment immortels et imputrescibles. Donc, ça vous montre l'importance de ce fonctionnement de fragmentation. Et quand on a fragmenté, que les bactéries s'attaquent, il reste un résidu qui est indigeste, au moins par la plupart des bactéries, et pour un certain temps. Et ce résidu, c'est l'humus. Et l'humus, c'est une espèce de... C'est un composé macromoléculaire, c'est-à-dire c'est gros comme une molécule d'ADN, parce que c'est une molécule que tout le monde connaît maintenant. C'est des grosses molécules qui sont compliquées et souvent complexes et souvent stabilisées parce qu'elles sont en interaction avec des tanins. Vous vous souvenez qu'on tannait les peaux avec de l'écorce de chêne. Les peaux, c'est des protéines. Donc, dans tous ces composés qui sont issus de la décomposition, il y a des protéines, il y a différentes catégories, et il y a une espèce de tannage qui ralentit leur décomposition et qui fabrique l'humus. Et puis l'argile et l'humus, ils ont la bonne idée de former ce qui fait la bonne terre, c'est le complexe argilo-humique. Et c'est ce complexe argilo-humique qui est le liant permettant de faire cette architecture avec toute cette catégorie de pores dont on va peut-être parler maintenant. Parce que tu m'as quand même dit au début que dans le sol, il y a beaucoup de vide. Dans un grain de terre moyen, il y a à peu près la moitié de vide. D'ailleurs, la densité des roches est plutôt autour de 2,5. La densité de la terre est plutôt autour de 1, quelque chose. Il y a même des terres qui sont tellement riches en matière organique qu'elles flottent. Mais c'est un grain de terre, mais il arrive à flotter. Donc, ces différents composés font comme une espèce de château de cartes qui s'empilent et qui ménagent entre les différents composants des pores et toute une gamme de pores de différentes tailles. Et puis là, sur la photo, j'explicite la photo que montre Adrien. Si on prend un datère, qu'on regarde ça avec un microscope, on voit les grandes fissures qui sont des pores de grosse taille, 0,1 mm pour fixer un ordre de grandeur jusqu'à 0,01 mm. Et puis quand on regarde encore plus petit avec un microscope électronique, eh bien on voit cette espèce d'empilement de petites particules, c'est les argiles. Et puis si la photo est assez bonne, c'est une chose que je ne peux pas voir sur mon écran, mais qui était assez visible sur les photos qui sont parues que j'avais mis comme illustration dans l'article de Lémanique, mais on voit des tout petits filaments, comme une espèce de réseau de toiles d'araignée microscopique. Et bien ça, c'est l'humus. L'humus, c'est une espèce de colle microscopique, mais qui en même temps, comme l'argile, a des propriétés très importantes pour retenir les nutriments. Alors, dans les pores, il y a deux catégories de pores qui ont une importance considérable pour la suite des événements. Il y a des pores de grosse taille qui laissent passer l'eau, et l'eau va donc traverser le profil si elle emprunte ce réseau de pores, et si ce réseau de pores est suffisamment abondant et dense pour évacuer la quantité d'eau qu'on fait rentrer à un temps T dans le sol. Et puis il y a des pores de plus petite taille où l'eau ne va pas pouvoir, parce qu'elle est trop collée contre les parois du pore, elle va échapper à la gravité, elle va rester stockée et elle va servir de réserve pour les plantes. Donc vous voyez bien cette porosité et son importance. C'est elle qui fait aller l'eau dans les nappes phréatiques dont on vient de parler, mais c'est aussi elle qui stocke l'eau dans les sols pour les périodes de sécheresse. Et en gros, vous avez un mois d'eau dans un sol, moyen habituel de notre région. Je crois que j'ai à peu près raconté peut-être qu'est-ce qu'un sol, au point de vue physique. Super, merci beaucoup Jean-Marcel pour toutes ces explications. Effectivement,
on n'y pense pas forcément qu'un sol est fait de vide, pas à moitié de vide, encore moins qu'un sol peut flotter. C'est effectivement très intéressant. On en a parlé, c'est un sol, c'est vivant. Tout le monde le dit. Mais qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le sol? Et là, je vais demander à mon très cher collègue Alexis de nous envoyer notre deuxième sondage du soir, qui va justement poser la question, à votre avis, parmi les espèces qui vous sont présentées, lesquelles vivent dans un sol? Peuvent vivre dans un sol. N'hésitez pas à appuyer sur soumettre une fois que vous avez terminé de cocher les réponses. Je vois Alice qui utilise la fonction annoter. Celle-ci n'est pas utile pour les sondages. Vous pouvez normalement directement répondre sur le sondage lui-même. Et Alexis, je te laisse me dire quand c'est terminé, car je ne vois toujours pas ces magnifiques sondages. Je laisse encore quelques secondes pour les derniers votants. Et on va s'arrêter là. Donc Adrien, je suppose que tu n'as toujours pas accès au Et non, malheureusement. visuel. Donc on a 100% pour les vers de terre, 90% pour les microbes et les taupes, 62% de mollusques, 57% pour les grains de sable, 52% pour les guêpes, 29% pour les colamboles, 19% pour les vers d'eau, 14% pour les hérissons et pas de petits-enfants. Non, ouf. Par contre, il y en a quand même qui ont mis des grains de sable. Je rappelle que les grains de sable ne sont pas vivants. Et les petits vers d'eau également. Les vers d'eau sont le principe à la cuisine. Devant vous, dans votre salon. Bref, vous allez avoir la réponse à ce petit questionnaire. Tout de suite, ça va être le sujet justement d'aujourd'hui. À tort, on pense qu'un sol, c'est de la terre. Il n'y a rien dedans. Mais il y a tout un monde extraordinaire qui vit dedans. Il paraît même justement qu'il y a des mollusques. Mais oui, Jean-Marcel, raconte-nous un petit peu tout ce qui est vie, toute cette vie grouillante qu'on peut retrouver dans un sol. Et alors, il faut bien. Moi, je me souviens avoir été très, très influencé par quand j'étais étudiant par un livre qui s'appelait La vie intense et cachée du sol. Et je trouve que le titre est particulièrement bien trouvé et toujours d'actualité. Elle est intense et cachée et foisonnante. Elle va du plus petit que le micron jusqu'au décimètre, en gros, bon, voilà. Donc, et il y a à peu près toute la gamme de grandeur des êtres, des vivants, et la plupart des groupes taxonomiques sont représentés dans les sols. Donc c'est quelque chose qui va au-delà du ver de terre, même si le ver de terre est le symbole de la vie du sol, et ça, tout le monde sait qu'un sol c'est vivant, parce qu'il y a des vers de terre dedans. J'en profite pour saluer la personne qui avait commencé par parler des vers de terre et de leur importance, qui était Darwin, qui a fait un mémoire sur les vers de terre, qui en son temps avait marqué un peu son époque, parce que peu de gens s'intéressaient encore à l'incroyable importance des vers de terre, et il avait bien senti ça. Donc, ces vers de terre, on peut commencer par eux, ils ont un rôle crucial parce que
Ils ont un rôle dans la structure du sol. Ils font des galeries, ils descendent ils brassent le sol, ils descendent des fragments de feuilles en profondeur. On dit que c'est des organismes ingénieurs du sol parce qu'ils ont beaucoup d'importance sur l'architecture du sol. Même la terre qui est passée dans le tube digestif, souvent, elle est plus nutritive que la terre d'à côté, au point que je connaissais un botaniste qui faisait pousser des orchidées à partir de graines dans son petit jardin alpin en montagne, et il utilisait les tortillons de vers de terre pour faire ses semis. Ça ne m'étonne pas parce que la disponibilité des nutriments dans ces tortillons est extrêmement élevée. Si on rajoute le tri granulométrique qui fait qu'on a surtout des fractions fines argileuses et un bon mélange avec la matière organique, on a vraiment des conditions idéales pour la germination. Enfin bref, c'est un tuyau ça, que je vous donne. Alors, il n'y a pas que les vers de terre, évidemment, il y a tout un monde microbien et faunistique qui a un rôle extrêmement important dans comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la fragmentation de la matière organique de litière pour transformer ça finalement en humus. Donc, si on rassemble, parce que je pourrais faire une liste des acariens, les collemboles, il y a toute une liste d'êtres vivants. Mais ce qui me semble intéressant, c'est de voir la complémentarité entre ces êtres vivants, qui est un peu symbolique de ce qui se passe dans la plupart des écosystèmes. On a un service de décomposition extrêmement efficace dans le sol, qui est des centaines d'espèces, des milliers d'espèces de bactéries, et des milliers d'espèces de champignons. Ça, c'est le service de décomposition. Le service de décomposition ne serait rien sans le service de fragmentation. Enfin, le service de fragmentation, il comprend des larves d'insectes, il comprend des collemboles, des acariens, enfin toute une gamme, et chacun fragmente à son niveau en utilisant les crottes des autres, jusqu'à fabriquer un matériau tellement fin que les bactéries n'en font qu'une bouchée. C'est ça le principe. Et la bouchée et la partie qui n'est pas consommée, c'est l'humus. En gros, c'est ça. Et puis, il y a un service de régulation, parce qu'il ne faut pas que les populations ne soient pas régulées, sinon on risquerait d'avoir peut-être n'importe quoi. C'est assez anthropique ce que je dis, évidemment, c'est juste une image. Donc, il y a des prédateurs, il y a des parasites, il y a des copains, il y a des synergies, il y a des antagonistes, des compétitions, comme dans tout écosystème. Si on prend une cuillère à café, on aurait pu mettre ça, je n'y ai pas pensé quand on a préparé, mais quand on met une cuillère à café, dans une cuillère à café de terre, il y a plusieurs milliards de bactéries. Il y a 1 mètre de mycélium, c'est-à-dire des filaments blancs qui ont un peu microscopiques, parfois microscopiques, mais parfois limite de la visibilité qu'on voit dans les sols. Et chaque fois, ça représente des milliers d'espèces. Les chiffres les plus impressionnants, à mon avis, c'est les racines. Parce que si on avait refait le même chose que le nombre de rivières du bassin lémanique, dans 1 hectare de sol, vous avez de quoi aller de Genève à Pékin en racines. C'est-à-dire, dans 1 hectare, vous avez 10 000 km de racines. Voilà. Et ça, c'est quand même impressionnant. À côté de ça, Je me permets de te couper, Jean-Marcel, parce que par rapport aux champignons, j'ai justement un petit sondage pour vous. Vas-y. Alors, de nouveau, Alexis, je te prierai de bien vouloir mettre ce petit sondage. Quelle masse de champignons vit en moyenne justement sur 1 hectare de sol? On a vu ce qu'il en était des racines. Qu'en est-il des champignons? Cette fois-ci, on ne parle pas de distance, mais bien de poids.
Alexis, je te Encore. laisse. Ouais. Quelques instants pour les derniers votes qui sont encore en cours. Et on va s'arrêter là. Avec, du coup, pour Adrien, 26% des réponses pour 5538 kilos. Ensuite, 21% pour 4982. 16% pour 1475. Et ensuite, on a plusieurs à 11%, donc 4427, 2997, 2254 et 5% pour 889, 3856 et Parfait, 10 000 parfait. kilos. Merci. Eh ben, il y a 11% de gens qui ont donné la bonne réponse, qui était d'environ 3000 kilos, hein, près de 3 tonnes de champignons qu'on peut retrouver sur 1 hectare de sol de 1997. C'était une approximation. Jean-Marcel, je t'ai coupé, mais je te laisse reprendre où tu en étais. Tu me parlais des racines. Oui, je parlais des racines et il y a une chose qui me semble très importante à dire, si on se place dans une perspective un peu de l'évolution de la Terre, c'est si on n'avait pas ce système de recyclage des litières absolument incroyablement efficace, vous imaginez qu'on serait envahi par des résidus de litière, des choses non décomposées, voilà, etc. Donc, s'il fallait remplacer le service que rend les sols par un service que l'on assurerait par des activités humaines, c'est un peu comme la pollinisation, ce ne serait pas facile et ça coûterait très cher. Voilà. Alors, ceci dit, la vie intense est cachée des sols. De temps en temps, il y a des sols, naturellement, qui ont une vie pas aussi intense que les autres. Il fait froid, c'est saturé en eau, c'est acide. Et on y trouve une vie différente, une biodiversité végétale qui s'adapte à ces situations différentes. Mais aussi, et c'est ça qui est plus embêtant, c'est que parfois la vie est ralentie parce qu'ils sont maltraités par des activités humaines, voire même un peu empoisonnés. Enfin, totalement empoisonnés. C'est le cas des sols pollués dans les zones industrielles, c'est le cas des contaminations de sols agricoles. On peut pas, là, on n'a pas encore de niveaux de pollution qui sont au même niveau que des niveaux de pollution qui sont au même stade que ce qu'on peut observer dans des sites industriels pollués ou des résidus des excavations de mines aussi, même très vieilles, même des mines datant d'il y a 2000 ans. Il y a encore à l'époque romaine, les déchets des mines ralentissent un peu la vie du sol en ayant un effet antibiotique d'une certaine manière. Et puis le pire de tout, c'est que bien souvent, la vie du sol, elle est carrément supprimée parce qu'on imperméabilise le sol, on l'excave, on le transporte, et c'est tous ces points-là qu'on peut qualifier d'artificialisation des sols et qui est quelque chose qui nous préoccupe. Et qu'on va parler juste après, effectivement. Peut-être pour finir encore un petit sondage pour bien se rendre compte de la quantité de vie. On a parlé de champignons. Cette fois-ci, on va parler de bovins. Et Alexis, je te remercie de nous mettre le sondage qui nous dit, hein, si on sait qu'on a 3 vaches à la surface sur 1 hectare, on a toujours cette même référence d'1 hectare, si on y met 3 vaches en surface, à votre avis, combien est-ce qu'on a d'équivalent vaches en termes de biomasse dans ce même sol, sur ce même hectare? Ouais.
On va mettre fin au sondage. Je vois que certaines personnes votent encore. Donc, nous avons un résultat qui est le plus sélectionné avec 28% pour 10 vaches, suivi de près par 30 vaches et 15 vaches. Je laisse Adrien commenter. Et la bonne réponse est, je vous épargne le fait de compter, mais effectivement hein, on a l'équivalent de 15 vaches, près de 15 tonnes de matière organique en termes de biomasse dans un hectare. C'est énorme, c'est énorme. Bien, maintenant on sait un sol, de quoi est-ce qu'il est composé, ce que c'est qu'un sol, on sait qu'il y a tout plein d'espèces vivantes, tout un monde qui vit dedans. On a peu parlé finalement de la région lémanique, celle qui nous intéresse un petit peu plus ce soir. Du coup, on va peut-être regarder un petit peu du côté de chez nous. Et ma question, Jean-Marcel. Qu'en est-il donc de ce sol lémanique qui, tu l'as dit, subit une pression quand même anthropique très importante, pas partout, mais autour du lac, on sait, près d'1 million de personnes qui utilisent le lac tous les jours, et ça depuis des millénaires, pas pour le million de personnes, mais en tout cas pour la pression anthropique, l'agriculture qui est très présente, l'urbanisation qui se densifie. Donc, qu'en est-il de la qualité du sol dans notre région? Eh bien, je répondrai à la question, commencerai par pas répondre à la question, et je répondrai après. Je pense que ce qu'il faut il faut dire avant de parler de la qualité, ce qu'on peut dire de la qualité des sols dans la région, on peut rappeler que le fait d'avoir des sols de bonne qualité, c'est-à-dire qui fonctionnent bien, qui rendent le service qu'on attend d'eux, c'est-à-dire qui infiltrent l'eau, qui par endroits ont un autre fonctionnement, mais qui correspond à un usage qui est adapté, de leur usage adapté. Donc, eh bien, c'est une assurance qualité pour la qualité des eaux qui s'écoulent vers le Léman. Et en même temps, c'est aussi une assurance quantité. C'est-à-dire que si on a une couverture de sol qui est en bon état, eh bien, elle va avoir à la fois un rôle de filtre, elle va donc pouvoir jouer à plein pot son rôle de stockage d'un certain nombre de composés indésirables et de destruction de ces composés. Et en même temps, elle va pouvoir envoyer de l'eau, si elle est suffisamment perméable, poreuse, qui est quand même le cas un peu général, naturellement, elle va envoyer de l'eau vers la profondeur, cette eau va être stockée, et ça va aider à recharger les nappes et à faire un soutien estival, et c'est qui va avoir d'autant plus d'importance qu'on s'oriente vers le changement climatique et vers des étés probablement un peu plus secs, un soutien estival surtout pour les rivières, les affluents secondaires. Évidemment, le Rhône, c'est une autre affaire, il est lié aux glaciers, c'est quelque chose d'autre. Donc, c'est d'avoir des sols de bonne qualité et une couverture pédologique, une couverture de sol, un épiderme du paysage qui ne soit pas trop balafré, avec pas trop de cicatrices, et c'est quelque chose d'important par rapport à la qualité de l'eau et par rapport à la quantité d'eau. Le pire, évidemment, c'est quand on bétonne le sol. Là, on transforme un endroit où l'eau s'infiltrait et subissait une espèce, même si ce n'était pas totalement une auto-épuration, mais quand même une atténuation de la pollution, par un parking ou une route qui va permettre un transfert direct par ruissellement de tout ce qui s'est déposé sur cette zone imperméabilisée avant la période de pluie qui provoque le ruissellement. Et tout ce qui s'est déposé, c'est en général pas des composés qu'on trouve dans la bonne eau. On va y trouver tous les produits d'usure de nos bâtiments, on va trouver toutes les crottes de chiens, les mégots, les usures de pneus, l'usure des pneus, plus les dépôts atmosphériques de polluants
qui viennent de l'atmosphère. Donc, on a une espèce de récapitulatif de tout ce qu'on émet comme poussière et comme polluants qui ne sont pas emportés pendant les périodes sèches et stockés sur ces surfaces sans qu'il y ait une chance qu'elles puissent être prises en charge par un sol fonctionnel. Ça, c'est le pire. Et ça, c'est bétonné ou vraiment tassé. Alors là, tu as bien mis la bonne image. Quand c'est trop tassé, il se passe un peu la même chose. C'est trop tassé quand on voit certains chantiers de récolte, par exemple dans les forêts, un peu mastoc, voilà. Eh bien, on se dit que le tassement des sols, il ne va pas du jour au lendemain être récupéré par, à la longue, la vie biologique finit quand même par récupérer un peu de porosité pour cette couche superficielle du sol qui a été tassée, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc le pire, c'est quand c'est bétonné ou tassé à mort. À ce moment-là, on transfère toute la pollution liée à la vie quotidienne et qui est diffuse sur tout le bassin versant sans qu'elle passe par un sol qui est quand même un endroit où elle est stockée et un petit peu épurée. Deuxièmement, il y a un autre cas grave, c'est quand les sols sont contaminés. À ce moment-là, le sol, au lieu d'être un endroit où l'eau a tendance à plutôt améliorer sa qualité parce qu'on évacue ou on stocke un certain nombre de polluants qui étaient présents, notamment dans l'atmosphère, eh bien, là, le sol, au lieu d'avoir ce rôle de régulation, il devient une source de polluants. Évidemment, j'ai parlé tout à l'heure des zones industrielles, des anciennes zones industrielles, des sols pollués, mais je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, même l'endroit où on s'occupait de repeindre les bateaux sur un port qui est juste en bas de chez moi, eh bien, il a fallu dépolluer le sol. Parce qu'en fait, à des dizaines d'années, ou peut-être centaines d'années, peut-être pas centaines, c'est peut-être trop, mais des dizaines d'années, utiliser des produits divers sans trop de précautions, les mettre sur le sol, le sol était pollué. Et quand il a fallu quand ils ont fait le diagnostic, et bien on leur a dit dépolluer le sol. Voilà, donc c'est un sol qui est contaminé, il perd ses fonctions, et au contraire, il acquiert une fonction qui est mauvaise, qui est celle de transférer vers les eaux une pollution diffuse qui est bien difficile à contrôler. Nos alliés dans cette évolution des choses, c'est la possibilité qu'on a d'avoir une agriculture qui est quand même énormément basée sur l'herbe. Et ça, c'est quand même parmi les modes d'occupation des sols qui sont le plus favorables au sol. Ajoutons un peu quelques haies, sauvegardons, parce qu'évidemment les racines des arbres permettent d'avoir une infiltration assez profonde et même une récupération de polluants assez en profondeur. Et rajoutons des haies, en particulier le long des ultimes ramifications du réseau hydrographique qu'on appelle les ripisylves. Et donc là, on peut quand même avoir une manière d'utiliser les sols qui compenserait un peu les dégâts qu'on a fait par ailleurs. Mais le vrai problème, c'est que probablement, il faut qu'on arrête d'artificialiser les sols au rythme auquel ils sont artificialisés actuellement. C'est quelque chose qui nous posera un problème d'autant plus grave qu'on va vers le changement climatique et qu'on a besoin d'envoyer du sol, d'envoyer de l'eau dans les sols et à partir des sols dans les nappes. Deuxième point que je voulais souligner à propos de cette histoire de qualité, c'est que les sols, en fonctionnement normal, quand ils sont assez actifs, eh bien, ils ont un rôle extrêmement important dans le stockage du carbone, c'est-à-dire qu'ils constituent un apport, une composante importante de la lutte contre les gaz à effet de serre, puisqu'il y a une partie du carbone qui n'est pas décomposée et qui est stockée sous forme de matière organique humique, avec des stockages relativement importants à l'échelle planétaire. On considère qu'on a à peu près des chiffres qui sont du même ordre de grandeur que les émissions à notre marge de manœuvre qui est à peu près du même ordre de grandeur que celle des émissions de gaz carbonique, ce qui est quand même relativement important. Ça veut dire que sauvegarder nos sols, ça peut être nos sols fonctionnels,
avec de la végétation, avec des haies, des ripisylves, etc., eh bien, c'est une contribution qu'on pourrait avoir en titre de la région sur des questions de gaz à effet de serre et d'essayer de baisser notre contribution au changement climatique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas remettre en cause un certain nombre d'autres choses. Mais au moins celui-là, on peut en tous les cas, celui-là, ça serait quand même dommage de ne pas l'utiliser. D'autant que quand on artificialise des sols, généralement, on va prendre un bulldozer, on va excaver, on va transporter le sol, on va le mettre en tas, on va le bouleverser, on va le brasser. Et donc, tout le stock de carbone qui a été fait pendant les dizaines d'années précédentes, eh bien, d'un coup, à cause de ce brassage, il est relargué dans l'atmosphère. Ça ne relargue pas d'ailleurs que du carbone, ça relargue aussi de l'azote et ça relargue aussi un peu de phosphore. Donc, quelque part, on a une espèce de double peine quand on artificialise les sols. Quand on artificialise les sols, on s'enlève un pouvoir régulateur et on remet dans l'atmosphère des choses qui avaient été patiemment extraites de cette atmosphère. Donc, c'est quelque chose d'important. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, parfaitement. Le prochain point, je poserai la question après, parce que d'abord, j'aimerais la poser à nos internautes avec ce petit sondage très rapide. Alexis, je te remercie de le lancer et de me donner ensuite les résultats. Avec tous ces éléments, avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, avec tout ce que Jean-Marcel nous a raconté, est-ce qu'à votre avis, le fond du lac, sous la surface, est-ce que c'est un sol? Oui ou non? Je laisse encore 10 secondes pour les réponses. Et voilà, du coup, on a cette fois 85% de réponses pour dire que oui, le fond du lac est un sol. Alors, ce n'est pas moi qui vais vous donner la réponse, mais Jean-Marcel, qu'en est-il? Le fond du lac est-il un sol? Moi, je trouve on peut toujours appeler ça un sol, mais en fait, c'est un point commun avec le sol, c'est que c'est un matériau meuble. Par contre, il est complètement différent en termes de conditions de milieu, il est complètement différent en termes de structure, il est structuré sous forme de dépôts qui sont lités, dans lesquels on peut pratiquement reconnaître chacune des années de ces dépôts, et qui sont tous des produits d'érosion. Donc le lien avec le sol, c'est que finalement, c'est les mêmes matériaux qui ont été transportés par les affluents et déposés dans le lac, mais je pense que quand même un sédiment, c'est un peu tiré par les cheveux d'imaginer, de dire que c'est le sol du lac. À mon avis, c'est vraiment un autre fonctionnement, et notamment il y a ce fonctionnement séquentiel en fonction du temps avec ces dépôts qui sont varvés, lités, dans lequel on peut reconnaître toute une série d'événements qui ont eu lieu dans le passé. Et donc ces sédiments sont importants aussi parce que c'est la mémoire du lac, la mémoire de la région. Voilà. Alors, ce qui me semblait peut-être quand même intéressant de dire, parce que je ne sais pas si j'ai bien démontré qu'on avait besoin des sols si on veut se préparer au changement climatique, si on veut préparer notre région au changement climatique et continuer à avoir un aimant de haute qualité. Et il faut qu'on ait des eaux de haute qualité. Et pour avoir des eaux de haute qualité, il faut qu'on ait des sols de haute qualité. Ça va ensemble. Donc, c'est un atout pour nous de maintenir le plus possible de sols sous un état naturel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser, mais qu'il ne faut surtout pas les artificialiser. Et si tu me laisses une espèce de mot de conclusion qui serait un mot un peu plus, je ne sais pas quoi, philosophique, on va dire, je trouve intéressant de penser que c'est des matériaux
ces particules qu'on retrouve au fond du lac sous forme de sédiments sont des matériaux qui ont fait partie des sols avant, ou de produits d'érosion, grosso modo, on va dire quand même des sols, qui ont été transportés par les rivières dans le lac, mais qui ont été fabriqués à partir de roches qui, dans certains cas, se sont fabriquées elles-mêmes, il y a quelques millions d'années, dans des lacs, et qui ont été comblés, qui se sont retrouvés pris dans la tourmente de la fabrication des Alpes, qui ont été comprimés, chauffés, etc., et qui ont donné, par exemple, certaines couches molassiques. Bon, bien sûr, il y a plein de roches qui se sont faites dans la mer à partir des sédiments marins. Mais il y a cette espèce de grand cycle qui relie les sols, les sédiments et les roches à l'échelle géologique, qui est quelque chose qui est assez fascinant. Voilà. Bien, merci beaucoup Jean-Marcel. À mon tour, peut-être un petit mot de conclusion. Un sol, on l'a dit, effectivement, ça sert à faire pousser des plantes, à faire marcher des écosystèmes associés, cette fameuse fonction de production. Mais c'est aussi un régulateur de flux d'eau et de matière qui circulent. Cette interface, grâce à ces deux propriétés, poreux et vivant, le sol nous rend finalement un tas de services et pas que de pouvoir marcher dessus en régulant la qualité, la quantité des eaux qu'on peut y trouver. Finalement, pour reprendre une phrase que tu m'as dite, Jean-Marcel, quand on a préparé cette interview, et je trouve que ça conclut très très bien tout ce qu'on vient de dire. Je crois qu'un sol, il faut le ménager et non pas l'aménager. Je pense que ça résume très très bien tout ce qu'on a dit pour préserver la qualité des eaux de notre région. Jean-Marcel, je te remercie infiniment pour toutes ces informations sur le sujet. On va passer maintenant à la partie questions-réponses. Je vous le rappelle, pour pouvoir poser vos questions, s'il y en a encore, mais je crois qu'il y en a déjà énormément qui ont été posées tout au long de cette petite interview. Vous pouvez poser donc vos questions sur le chat qui se situe en bas de votre écran. C'est Alexis qui va compiler tout ça. Et c'est justement à lui que je passe la parole maintenant pour nous poser vos questions. Alors, on va tout de suite commencer avec une première question qui est intervenue assez rapidement dans la conférence. Jean-Marcel, tu as déjà en partie répondu, mais c'est la question sur l'appellation d'un sol jeune. Qu'est-ce que ça signifie et du coup, qu'est-ce qu'il y aurait avant le sol ? Avant le sol, il y a un matériau qui vivait tranquillement sa vie de matériel géologique à l'abri de l'oxygène et de l'eau, et puis qui s'est retrouvé à la surface de la Terre par suite de l'érosion des couches qui étaient dessus. À ce moment-là, il s'est décomprimé, il y a de l'oxygène qui est rentré dedans, il y a de l'eau qui a commencé à agresser ces minéraux. L'agression a été d'autant plus forte qu'il y avait par ailleurs des êtres vivants qui fabriquaient des acides, qui essayaient d'agrandir les fissures pour aller chercher des ressources nutritives. Et donc, c'est là où le sol commence, sous forme d'une pellicule d'altération et qui est à la surface, mais qui remplit aussi des fissures et où se développe la vie. C'est un sol jeune. Après, le sol, il s'épaissit et il commence à maturer et il se fabrique des argiles, il se fabrique des humus de plus en plus compliqués au point de vue moléculaire. Et cette évolution, petit à petit, déconnecte le sol de la roche qui lui a donné naissance. Et on peut très bien, à l'issue d'une très longue maturation, en centaines de milliers d'années, finalement ne plus tellement avoir mémoire des conditions physico-chimiques qui régnaient au niveau de la couche d'altération de la roche et où le sol lui-même évolue comme une espèce de matière complètement autonome de la roche qui lui a donné naissance. Donc ça serait un vieux sol. Est-ce que j'ai été clair ? Pour moi, oui. J'espère que pour la personne ayant posé la question aussi.
Ensuite, on a une question sur le stockage de CO2 dans les sols. Donc, est-ce que le CO2 peut être stocké dans tout type de sol ou est-ce que c'est que dans certains sols par rapport à… Donc là, c'est relié à l'agriculture qui argumente comme quoi les sols agricoles sont aussi utiles au stockage de CO2. Est-ce que… Oui, alors les meilleurs stockeurs, c'est les prairies, les forêts. Hein. Et les cultures sont quand même moins bonnes pour stocker. Et peut-être qu'une des justifications de moins travailler le sol, c'est de améliorer le bilan net du stockage. Le bilan du stockage. Les stocks sont quand même assez importants en matière organique, c'est plusieurs dizaines de tonnes par hectare qui sont stockées. Et je pense qu'après, la variation des quantités du stockage dépend énormément des conditions physico-chimiques. Mais honnêtement, je ne suis pas capable d'en dire plus que ça. Un ordre de grandeur, c'est en dizaines de tonnes par hectare de stock de carbone. Et en même temps, eh bien, ça va varier selon l'épaisseur du sol, le taux de cailloux qu'il y a dans le sol. On a souvent des sols très marrons, très noirs en montagne, mais ils ne sont pas si riches que ça quand on regarde quand on mesure la quantité de carbone organique qui est stocké dedans, parce qu'en fait, ils sont essentiellement constitués de cailloux et de matière organique. Et en fait, si on ramène ça si on enlève les cailloux eh bien, malgré cette expression d'une grande quantité de matière organique, si on considère combien il y a de tonnes à l'hectare, c'est pas tant que ça, et pourtant c'est des sols très noirs, et finalement des sols beaucoup plus marrons, qui ont l'air beaucoup plus courants, et peuvent contenir des grandes quantités de matière organique, parce qu'ils sont profonds, il y a de l'argile, que la matière organique se colle sur les argiles, elle échappe un peu aux bactéries dans ce cas-là, et puis il y a surtout beaucoup de profondeur dans le sol. Je pense que le grand facteur, c'est la profondeur. Merci. Et ensuite, on va s'orienter un peu sur le Léman plus particulièrement, même si on a vu que l'appellation sol pour le Léman est un peu à discuter. Par rapport au fait qu'il y a eu pas mal de canalisation des affluents, est-ce qu'on voit un appauvrissement du sol du Léman suite au fait qu'il y a peut-être moins d'alluvions qui arrivent dans le Léman suite aux canalisations? Non, je crois que les pas de temps sont pas suffisamment longs encore pour que ça ait évolué ça ait changé de manière importante les sols. Les sols qu'on cultive, par exemple, ou sur lesquels on vit, ou je sais pas quoi, ce sont des sols qui ont quand même à peu près 10 000 ans. Et par rapport, d'un point de vue de leur bilan minéral en masse, quelques années jouent peu, à l'exception de crues extrêmement puissantes apportant des quantités extrêmement importantes d'alluvions ou d'érosion catastrophique. Alors, à l'exception donc des lits de rivière qui restent quand même complètement sans arrêt remis en cause par ces dépôts alluviaux, par ces crues, qui emportent les îles, où tout finalement le système reste relativement jeune, je ne pense pas que sur les autres sols, c'est joué beaucoup. Alors ensuite, j'aurais encore une question sur, donc là de nouveau pour le sol terrestre. Donc on parle souvent de réseau écologique et de fragmentation des milieux naturels et comme ça. Donc là plutôt pour ce qui est au-dessus du sol. Est-ce qu'au niveau du sol, est-ce qu'on voit aussi le rôle, enfin l'importance d'avoir un réseau écologique dans le sol? Et si oui, à quelle échelle? Ouais, je vois la question. Ouais. J'avais jamais vraiment réfléchi à ça sous cet angle.
je pense qu'il y a quand même le- c'est sûr que chaque fois qu'on est dans une zone qui est une structure d'interface entre une rivière et des parcelles agricoles, chaque fois qu'on a un couloir quelconque, on a forcément dessous assez rapidement un sol qui a un fonctionnement différent. Mais ça ne change pas fondamentalement totalement le sol, sauf si le couloir en question est installé sur une zone qui, historiquement, justifie le fait qu'on n'ait pas le même usage. C'est-à-dire que si, en d'autres termes, si on crée, c'est une hypothèse, si on crée de but en blanc au milieu d'un pré, au milieu d'une culture, une bande herbeuse, avant d'avoir un changement dans la nature du sol, il faut attendre des dizaines et des dizaines d'années, ce qui ne veut pas dire que le stockage de matière organique ne serait pas lui-même relativement plus réactif. Et donc, qui pourrait se faire en quelques années, on voit une différence. La faune, par contre, du sol, etc., va assez rapidement réagir. Donc, l'écosystème il sera différent. Mais avant que cet écosystème transforme le sol au point qu'on en fasse qu'il y ait des différences visuelles, par exemple, ou même chimiques très marquantes, ça prend un pas de temps relativement long. C'est la manière dont je vois les choses. Mais j'avoue que je n'ai pas de référence bibliographique sur un sujet comme ça. Merci beaucoup pour cette réponse. Et on va finir avec une dernière question quant à l'érosion des sols. Benoît qui se demande si l'érosion est vraiment un grand problème en Suisse. Parce que dans son école, ça a été souvent abordé comme sujet. Par contre, il lui semble qu'au niveau fédéral, c'est pas encore trop abordé. Est-ce que tu aurais... Alors, à l'échelle suisse, je suis désolé, mais là, il me semble que dans le bassin lémanique, ce n'est pas énorme les questions d'érosion. Si on considère les masses de terre qui sont perdues et transférées donc aux rivières et aux lacs. Mais avec une érosion très, très modeste, mais des sols assez pollués, ben la source, ces produits d'érosion, comme ils ont capté un certain nombre de polluants, constituent une pollution diffuse qui peut être non négligeable, même si le flux, la perte de terre est quasiment mineure par rapport à la quantité qu'il y a et donne pas de résultat important. Ça n'a pas de résultat quantitativement important par rapport à la masse de terre, mais ça peut être une voie de transfert importante de la pollution. Très bien, merci. Il y avait donc aussi dans certaines plutôt commentaires que questions le lien avec l'érosion directement sur le lac, notamment dû au... je cherche juste le terme, à l'extraction des matériaux sableux et de gravier dans le lac, notamment au Grand Jet, qui cause des érosions sur les roselières. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu veux réagir. Non, je suis pas compétent. Le même problème est posé au delta de la Drance. Hein. Mais là, je suis pas compétent. Je peux pas répondre à cette question. Je peux même pas faire une hypothèse parce que là, vraiment, c'est hors de mon champ de connaissances. Désolé. Pas de souci. Je crois qu'on a déjà eu beaucoup d'éléments de réponse. Encore une fois, un très, très grand merci, Jean-Marcel, d'avoir pris ce temps avec nous pour nous parler de ces sols, de cette région. Merci, Alexis, d'avoir fait le modérateur et puis surtout d'avoir fait le soutien technique. Avec plaisir. Permettre à ce deuxième webinaire de se dérouler au mieux. Je m'excuse de ces petits soucis techniques qui, je l'espère, ne se reproduiront plus. J'en profite pour vous dire donc, que la prochaine conférence aura lieu le 28 juin avec Julien Boucher,
spécialiste de la question des microplastiques, un sujet que l'ASL a déjà passablement abordé, mais qui est toujours ô combien intéressant. Donc, juste avant notre pause estivale du mois de juillet, également d'autres actions que fait l'ASL en ce moment. Si vous voulez aller découvrir le matin tôt les espèces qu'on peut retrouver au bord du lac avec Alexis, vous en avez la possibilité. Vous pouvez aller sur notre site internet pour justement vous inscrire à ces sorties pour l'éveil du Léman. On a eu déjà un très grand succès sur son premier épisode. Sur le sujet directement des sols, notre dernier lémanique, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, traitait justement du sujet. Vous pouvez télécharger la version PDF ou le consulter directement en ligne sur notre site internet où vous trouverez également beaucoup d'autres informations sur des sujets aussi divers et variés, mais toujours en lien avec la région lémanique. Je terminerai par vous dire que l'ASL a la chance d'avoir beaucoup de gens et de bailleurs de fonds qui la soutiennent, mais on a toujours besoin d'avoir encore plus de soutien pour notamment permettre d'offrir ce type de format de manière gratuite. Donc, si vous avez l'âme de vouloir nous soutenir, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage de nouveau à aller faire un petit tour sur notre site. Je vous remercie encore une fois beaucoup d'avoir été présents ce soir. On a été plus de 30 participants connectés. Ils sont restés quasiment tout le long. Donc, merci de votre fidélité. Je me réjouis de vous retrouver dans un mois. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions, des remarques sur nos webinaires ou sur un autre sujet. On essaiera d'y répondre dans les plus brefs délais. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une excellente soirée. À dans un mois.